Voilà, bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Alors, pour introduire un tout petit peu le sujet de ce jour, tu as fait en fait une formation en psychothérapie de sortie d'emprise il y a quelque temps avec Jean-Claude Maas. Tu devais faire un TFE et tu l'as choisi en fonction évidemment de tes intérêts spécifiques, si je peux dire, sur l'autisme et l'emprise de la religion. Alors c'est assez particulier évidemment et j'ai envie de te poser la question du coup Sophie, pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier et ce lien évidemment entre l'autisme et la religion que tu as qualifié comme étant l'emprise de la religion. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière en disant ce que c'est un TFE parce que c'est belge. Donc, pour les francophones pas belges, ça veut dire travail de fin d'études. Et alors, pourquoi j'ai choisi ça? D'abord parce que j'ai été diagnostiquée autiste il y a peu de temps. Et donc, en écoutant cette formation et sachant que j'étais autiste, ça m'a beaucoup intéressée de faire des liens entre le fait que j'avais été sous emprise de la religion et que j'étais autiste. Et c'était quoi l'autre question? C'était ça, oui, c'était ça la question. Ok. Ah oui, J'essaie attends, d'aller. attends, il faut rajouter quelque chose quand même qui est très intéressant, c'est que depuis quelque temps, on a lancé, je dis on, hein, sur ta chaîne une playlist sur l'autisme. Et en fait, il n'y avait pas forcément du lien entre tout ce que tu avais fait jusqu'à maintenant depuis 2 ans qui concernait l'emprise de la religion. Et il se trouve que ce TFE, c'est le lien entre tes playlists sur ta chaîne. Donc, c'est intéressant ça, de voir qu'on est conduit à faire des liens. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. C'est vrai que je t'ai d'ailleurs proposé de reprendre ton TFE sur notre chaîne pour que l'on puisse précisément faire le lien entre les deux, en sachant aussi que l'autisme a ses caractéristiques, la religion également, et donc entre guillemets de faire les ponts pour le coup entre les deux, ça m'a paru tout à fait intéressant de pouvoir développer ton travail et de voir justement un petit peu comment tu as perçu ces différents liens. C'est ça. C'est quand même ta chaîne, hein, et la playlist qu'on fait ensemble. Mais voilà, donc tu poses la question comment, ben, ça va être, c'est justement mon TFE, donc je ne vais pas tout de suite expliquer, je peux peut-être déjà expliquer le sous-titre, Oui, tout à fait. parce que là, je rajoute pas juste autisme et emprise de la religion. Dans le sous-titre, on voit que je vais parler de moi parce que je ne suis pas experte en autisme, ni experte en religion, ni experte en emprise, quoique j'ai fait une formation, mais et donc je parle à partir de mon vécu, comme ça c'est basé sur mon expérience, l'expertise de mon expérience. Et c'est particulièrement le fait d'être une femme autiste qui m'a mise sous emprise, mais ça, je vais expliquer pourquoi. Et la religion qui était la mienne, c'était la religion catholique. Donc, je vais parler de la religion en général et parfois en particulier quand même de la façon dont la religion catholique met sous emprise. Et je fais une petite introduction là qui est très importante, c'est que dans le langage commun de la population générale, emprise a une connotation extrêmement négative. Mettre sous emprise, ça veut dire vraiment posséder quelqu'un comme une chose et se servir de lui comme on a envie, mais ça, en fait, c'est une emprise perverse. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans la ou une emprise déviante, ou une emprise pathologique, il y a plein de termes. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans la formation que j'ai suivie, c'est qu'il y a énormément de nuances pour chaque mot. C'est-à-dire que il n'y a pas de dichotomie ou de polarisation dans les mots eux-mêmes, parce que justement la dichotomie, la polarisation, le clivage, c'est ça qui crée l'emprise pathologique. Et donc, il tenait à cœur à chaque fois de nous dire que les choses se placent sur un curseur ou un spectre, on pourrait dire si on utilise les mots qui concernent l'autisme, et que, attends, je vais mettre l'image là, et que l'emprise peut être vue de façon neutre ou même de façon positive. C'est-à-dire que il n'y a pas de lien sans une forme d'emprise. Mais à partir du moment où elle est
asymétrique, c'est-à-dire que j'ai une emprise sur mon enfant parce que je prends en main sa vie, que je suis responsable de lui. Donc forcément que j'ai une emprise, mais dans le sens, oui, dans le sens cette fois-ci prendre en main sa vie, mais aussi avoir une empreinte sur lui parce que je l'éduque et je lui transmets des valeurs, etc. Donc voilà, toutes ces façons de voir l'emprise, mais ça reste sain à partir du moment où l'enfant a une emprise sur moi aussi. C'est-à-dire si il peut me dire non, je n'accepte pas ça. Maintenant, je suis suffisamment grand pour avoir mes propres valeurs. Ou bien alors, non, ça, c'est trop dur pour moi, cette punition. Est-ce que tu peux me donner une punition plus légère? Je dis n'importe quoi, mais, et que le parent n'est pas juste là, c'est moi qui décide, tu te tais, tu es ma chose, mais plutôt, oui, tu es un sujet libre, pensant, et je t'écoute. Et on peut aussi, d'une certaine manière, négocier même s'il ne faut pas négocier tout le temps, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le débat sur l'éducation, mais à partir du moment où l'emprise est réciproque, elle n'est pas forcément malsaine. D'accord. Je continue, je prends la Vas-y, main. continue, bien sûr. Je te laisse Ok, ok. dérouler ton PowerPoint et on va voir ça ensemble. Ok, donc j'explique d'abord pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc ça, j'ai déjà dit pour le premier point, je vais partir de mon récit et je vais apporter des éléments surtout subjectifs. Euh, et alors, pourquoi est-ce que je suis partie sur ce sujet? C'est parce que dans les contacts que j'ai, avec toi d'ailleurs aussi, euh, dans les groupes où il y a des victimes d'abus sur Facebook ou bien les victimes que j'ai rencontrées moi-même, euh, de l'Église catholique en particulier, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des profils neuroatypiques en tout cas, si pas avec des traits autistes, si pas autistes. En tout cas, manque d'estime de soi, anxiété, hypersensibilité, enfin tout ça, c'est pas la caractéristique de l'autisme, mais ça peut très fortement aller avec l'autisme. Et parfois, je me posais les questions s'il n'y avait pas une prévalence de la population autiste dans les religions. Quand j'ai commencé à me poser cette question, tout à coup, ça s'est déroulé devant mes yeux et je me suis dit, mais oui, c'est évident, je vais essayer de répertorier tout ça. Alors, pourquoi est-ce que le thème, c'est la femme moi, en tant que femme autiste, j'ai été en particulier sous emprise de la religion et alors, du coup, une emprise déviante qui a mené jusqu'au viol. La raison pour laquelle je trouve intéressant d'aborder ce sujet, c'est aussi parce qu'il y a ce que j'appelle une intersectionnalité des dénis, c'est-à-dire que j'ai vécu le même genre de déni quand je parle du fait que la femme est infériorisée et qu'on me renvoie, mais non, voilà, ou bien qu'il y a des abus de pouvoir dans l'Église, ou bien que j'ai été violée, ou bien que je suis autiste. Je suis face au même genre de déni. Donc, je trouve ça très intéressant de voir que l'emprise se nourrit de déni. Et quand il y a une intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dénis en même temps pour une même personne ou pour un même groupe, ça renforce l'emprise. Hmm. Avec aussi l'intérêt, le point peut-être aussi à souligner, c'est évidemment le fait que l'emprise de la religion n'est pas propre évidemment aux personnes qui sont autistes. Donc il y a des traits évidemment, des caractéristiques de l'autisme qui dépassent évidemment ce type de personnalité, si je puis dire. Et donc c'est aussi l'intérêt pour moi d'échanger aujourd'hui, c'est de voir le pont que l'on peut faire entre ces caractéristiques autistiques, mais qui dépassent également, pour partie à tout le moins, l'autisme et l'emprise de la religion. Oui. Il y a des ponts intéressants à faire entre les différentes personnalités possibles et le fait que, en fonction de ce que l'on a vécu, on peut être plus facilement mis sous l'emprise d'une religion parce que quelque part, la religion a des caractéristiques, je dirais, intrinsèques qui sont, en tant que telles, par hypothèse, euh, ben, violentes, abusives et qui mettent sous emprise si on n'y prend pas garde.
Oui, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est autiste qu'on est sous emprise de la religion ou de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on est sous emprise qu'on est autiste déjà. Et effectivement, dans les caractéristiques de l'autisme, ça peut être des caractéristiques propres à d'autres personnes qui sont sous emprise et qui pourront s'y reconnaître, bien sûr. Mm. Alors, donc j'avais parlé de l'intersectionnalité des dénis. Donc, au sujet de l'infériorisation de la femme, il y a le typique not all men avec un E, oui, c'est juste. Le typique not all men qui est évidemment juste. Évidemment que tous les hommes ne sont pas à dominer les femmes. C'est parfois même l'inverse. Mais c'est une façon de changer de cadre de sujet. Quand on parle de l'infériorisation de la femme, le sujet, c'est l'infériorisation de la femme. C'est pas est-ce que tous les hommes sont dominants Oui. ou pas. Mm. Il y a aussi la fameuse phrase c'est bien pire ailleurs. Oui, il y a des pays où les femmes vivent ça, ça, ça. Bon, ça n'empêche pas que il peut y avoir quand même une forme d'infériorisation de la femme aussi en Occident, par exemple, si on parle des pays où elles sont encore plus infériorisées. L'essentialisation de la femme comme sexe faible, bon, c'est peut-être maintenant plus que les masculinistes, mais quand même, on entend souvent que la femme est faite dans sa constitution de telle façon à ce qu'elle soit inférieure, ne fût-ce parce qu'elle est moins musclée, parce qu'elle peut avoir, elle a plus de vulnérabilité en ayant ses règles et en étant enceinte et tout. Bon, ça c'est des caractéristiques biologiques, ça n'a rien à voir avec la domination au niveau psychologique. Et alors, ça paraît contradictoire, mais c'est souvent en idéalisant la femme qu'on permet de mieux l'inférioriser. Alors là, du coup, notamment dans la religion catholique, le fait de parler de la femme avec un L majuscule, un F majuscule à travers la Vierge Marie ou la religieuse contemplative, qui est la femme idéale, c'est une façon de pouvoir finalement dénigrer les femmes qui ne sont pas la Vierge Marie ou des religieuses contemplatives ou qui ne correspondent pas à cet idéal et qui du coup sont soit cet idéal, soit pour être crues des putes, quoi. Donc, ou bien idéaliser la mère, et puis par rapport à la femme juste normale, avec sa sexualité normale, parce que dans l'imaginaire collectif, peut-être surtout chez les hommes, la mère n'a pas de sexualité, elle est juste mère, et donc elle est moins dangereuse comme femme parce qu'elle n'éveille pas le désir, enfin voilà, toutes ces choses-là, quoi. Alors, abus de pouvoir dans l'Église, à chaque fois je dois mettre nos photos plus loin. Donc, quand je parle d'abus de pouvoir dans l'Église, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais toi, tu étais dans une secte et il faut pas tout mélanger. Il ne s'agit pas de l'Église catholique qui, elle, est fondée par le Christ. Donc, faut faire la part des choses entre ta secte et l'Église. Donc, c'est une façon de ne pas voir que l'abus de pouvoir est systémique dans l'Église catholique. Ou bien alors, de nouveau, le même argument que le PowerPoint, que le slide d'avant, c'est bien pire chez les islamistes, ou bien il y a tout autant d'agressions sexuelles dans l'éducation nationale, enfin on connaît un peu, hein, c'est rhétorique. Ou bien alors de dire oui mais la religion est nécessaire parce que de toute façon le propre de l'être humain c'est d'être religieux, donc comme si c'était dans sa nature d'être religieux. Et une autre façon aussi en fait, toutes ces façons, c'est une relativisation des problèmes d'abus de pouvoir à chaque fois, c'est-à-dire ne pas voir ce qu'il y a d'anormal ou de grave ou de ne pas voir la réalité, quoi. Oui, c'est dévier la focale aussi, quoi, finalement. C'est toujours essayer de ne pas rencontrer le problème au sein de l'Église, mais c'est essayer de dévier le problème en parlant finalement des autres. Ouais. Quand tu parles ici, en fait, Sophie, de ta secte, ce n'est pas l'Église catholique, de quelle secte fais-tu état? Quand, non, mais quand, donc oui, moi j'étais dans la communauté Saint-Jean, qui quand même a toutes les caractéristiques d'une secte, et alors c'est très facile de dire pour quelqu'un qui n'est pas dans la communauté Saint-Jean, quand je raconte ce qui s'est passé, ouh là là, oui, mais là c'était vraiment une secte et c'est pas l'église, quoi.
Mais donc, c'est ne pas voir que si cette secte existe dans l'Église, c'est peut-être qu'il y a un problème dans l'Église aussi. Je veux dire, une religion qui permet une secte comme ça d'exister depuis des dizaines d'années avec comme fondateur un violeur patenté, enfin un violeur notoire, c'est qu'il y a quelque chose de systémique quoi, dans la religion qui porte cette secte en son sein. Donc, voilà. Et alors, le dernier point, sans la religion, il n'y aurait pas de morale. Ça, j'ai souvent entendu. Je ne sais pas pour toi, en fait, mais je suis estomaquée de cette conjonction qui est faite entre la morale et la religion. Certaines personnes disent même, s'il n'y avait pas de religion, tout le monde s'entretuerait, ce serait l'anarchie totale. Donc, il y a cette croyance que l'être humain n'est capable de développer une conscience éthique sur le bien et le mal que parce que la religion lui a appris ça. C'est violent, je trouve, comme argument. Oui, oui, c'est assez délirant. C'est comme si on ne peut pas être moral sans appartenir automatiquement à une religion. Et par l'absurde, d'ailleurs, on voit très bien que le fait d'appartenir à une religion ne garantit pas une morale exemplaire, loin s'en faut. Donc, Mais à est-ce moins que de toi, nouveau d'avoir des réflexions purement théoriques, si on s'en tient au contraire à la pratique, c'est-à-dire précisément à la morale et à la manière dont la morale est vécue dans la religion et dans l'Église catholique ici plus largement, on voit bien évidemment que c'est une morale toute relative qui est faite de d'omerta finalement et où précisément aussi la victime qui est censée être la personne à protéger finalement n'est jamais au centre des préoccupations de l'Église non plus. Donc on voit bien que si on parle vraiment de morale et de charité ici en particulier, l'Église est loin évidemment d'être la garante d'une quelconque morale et de pouvoir être pris en exemple précisément. Donc c'est très théorique finalement. oui, c'est ça, au niveau du langage, elle peut avoir une morale très développée, mais c'est quoi la morale si ça reste des mots, effectivement. Alors, au sujet du viol, ben, on a commencé par me dire, quand j'ai commencé à parler du violeur dans ma communauté, ben, c'est un cas à part dans ta communauté. Et puis ensuite, quand on a vu que bah non, c'était pas du tout un cas à part, il y en a plus de 72, parce qu'on parle que des hommes en disant 72 agresseurs sexuels, pas seulement violeurs, dans la communauté Saint-Jean. En fait, si on rajoute les femmes, ça fait plus. Donc c'est pas c'est pas vraiment un cas à part. Et puis ensuite, on dit ouais, bon, ta communauté c'est un cas à part dans l'Église et on en revient à l'argument d'avant. Alors bon, pour aider au déni du viol que j'ai vécu. Les phrases que j'ai entendues, moi, c'était une erreur de jeunesse. Donc ça, je pense qu'on entend souvent à propos du viol. Oui, c'était juste. Enfin, tu vois, la personne qui dit oui, oui, j'aurais pas dû, j'ai pris conscience. Et puis, c'était la fougue de la jeunesse, ou c'était juste une pulsion, ou c'est ne pas tenir compte du fait que le viol n'a rien à voir avec une question d'âge, une question d'hormones, une question de pulsion, mais c'est une question vraiment de domination. Maintenant, tu sais comment sont les hommes. On m'a dit cette phrase quand j'ai parlé de mon viol. Alors ça, c'est vraiment, alors soit une façon de diaboliser les hommes, mais c'était pas le cas parce que c'était un homme qui m'a dit ça. En fait, c'est le contraire. C'est une façon de dire que c'est comme ça, les hommes sont comme ça, il n'y a qu'à accepter. C'est très tricky comme phrase parce que ça peut vouloir dire une chose et son contraire en fait, mais c'est surtout une façon de tout niveler, hein. Et puis alors la dernière phrase qu'on m'a dite, c'est le pauvre, c'est-à-dire c'est toujours une façon, il y a soit une façon qui est de relativiser ce qu'a fait l'agresseur, et si c'est pas possible, c'est de mettre la faute sur la victime. Donc là, le pauvre, on essaye de relativiser une erreur de jeunesse, tu sais comment sont les hommes. Mais alors après, si on n'arrive pas à relativiser parce qu'il y a vraiment preuve, par exemple, qu'il y a viol, parce qu'il y a plusieurs femmes et tout, on essaye de voir si les femmes sont pas quand même un peu des tentatrices, comment elles s'habillaient, comment elles se comportent avec les frères dans la communauté Saint-Jean. Il y a eu beaucoup ça avant le fait que ce soit plus possible de parler comme ça. Ou Hmm. bien alors affabulatrice. Donc c'est vrai que je l'ai pas écrit, mais moi c'était beaucoup une façon
de me disqualifier par le fait que j'étais fragile ou que j'étais déséquilibrée ou que j'étais hystérique ou que je racontais des bobards, quoi, évidemment. C'est une façon de nouveau de renverser les choses parce qu'on parlait évidemment juste avant de morale et précisément si on pousse la morale jusqu'au bout, c'est-à-dire finalement dans son essence même, c'est remettre les choses à l'endroit, la morale. Ce n'est pas évidemment faire porter à la victime le poids de la culpabilité et de faire en sorte que finalement elle soit tout le temps responsable, quelle que soit la situation dans laquelle elle s'est retrouvée à être violée. Donc on voit bien que quelque part, c'est chaque fois dire ici à la femme, maintenant tu sais comment sont les hommes, ça veut dire finalement, pour la prochaine fois, tu feras attention, quoi. Tu seras prudente, tu le sais, et si tu le sais pas, tu devais le savoir. Et donc, quelque part, tu es de nouveau responsable de la situation dans laquelle tu t'es mise. Il y a ça, et puis il y a aussi cette espèce de d'illusion ou de qui est très fréquente dans le milieu catholique que c'est aux femmes de protéger les hommes. Oui, c'est Et ça. c'est La complètement femme faux. est par essence responsable, coupable, elle est la tentatrice et donc c'est à elle de faire attention. Et si elle est violée, par définition, c'est parce qu'elle n'a pas fait attention. Et donc l'homme, par définition, dans ce contexte-là, évidemment, n'est jamais responsable. Donc il n'y a pas précisément une égalité entre deux êtres humains qui sont libres, autonomes, responsables. Il y a toujours en fait une relation asymétrie où c'est la femme qui par nature est responsable de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Et étonnamment, on pourrait dire que on domine quand on est responsable, mais en fait, c'est exactement le contraire. Pour pouvoir dominer, il faut mettre la faute sur l'autre et donc le rendre responsable. Hmm. Alors, le pardon, le dernier point, quand on me disait tu manques de miséricorde, et donc de nouveau le problème c'était chez moi, je pense que c'est vraiment la rhétorique la plus fréquente dans l'Église catholique quand même, c'est-à-dire mettre de la mystique par-dessus le réel. Euh, Dans l'Évangile, il y a quelque chose qui est supérieur à la loi humaine, qui est de pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Et avec ça, tout est possible. Après, on peut tout excuser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui explique aussi que la justice des hommes, quelque part, n'est pas le réflexe premier de l'Église. C'est plutôt le cas échéant de résoudre tout en interne une fois que le, que tel ou tel prêtre est mis sur la sellette. C'est-à-dire que finalement, c'est aussi, premier réflexe, l'omerta. Et si les choses se savent, c'est tout faire pour étouffer le scandale et faire en sorte évidemment qu'il soit étouffé dans l'œuf au sein même de l'Église, qui va dire, comme à beaucoup de victimes, et toi également, Sophie, que elle va prendre les choses en main et puis finalement elle te fait lanterner jusqu'à la prescription, quoi. Donc là, de nouveau, si on parle de morale, on voit bien qu'il y a, une fois que l'Église est responsable, subitement, la morale qu'elle édicte devient complètement obsolète, quoi. Oui, et ça va ensemble, le fait de mystifier les choses et de violer. C'est horrible ce que je dis, parce que mystifier, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de la réalité humaine. Et pouvoir avoir, c'était comme ça quand le prêtre justifiait les gestes sexuels sur moi. Il disait, mais nous pouvons vivre ça parce que nous vivons un amour spécial que peu de gens peuvent comprendre. C'est l'amour du Christ pour son Église Hmm, que je suis en hmm. train de te manifester. Nanana. Ouais, ouais. Donc la mystification est un moyen d'emprise très puissant. Ouais, c'est ça. Mais là, justement, pour moi, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de la perversion du réel, en fait, hein. C'est-à-dire que de fait, on maquille le crime avec une pseudo-spiritualité qui justifie tout, du coup. Oui, Et une fois la femme, ici en l'espèce, mise sous emprise, parce que tout ça, évidemment, se fait aussi de manière très subtile et très lente, donc à son insu pour le coup, et une fois que la mécanique est mise en place, ça devient très compliqué évidemment de s'en sortir. C'est un petit peu comme l'araignée qui a tissé sa toile.
et qui finalement a vu sa proie tomber dedans, c'est compliqué après pour s'en sortir. Donc je trouve que le mot mystification est un mot très juste et en même temps très fort et dont on n'a pas forcément idée hein, de ce qui peut bien recouvrer en fait dans la réalité des choses. Tellement ça paraît fou aussi, parce qu'on l'a souvent dit par rapport aux femmes en disant, mais enfin, comment est-ce que vous avez réussi, entre guillemets, comment est-ce que vous avez fait pour tomber dans le panneau, quoi, pour croire à ce genre de, de réalité, soit disant mystique, on a bien vu ça avec pas mal de prédateurs dans l'Église, il y a eu Jean Vanier aussi, et puis la mystification évidemment dans la communauté Saint-Jean, elle a fonctionné aussi à plein. L'amour d'amitié, c'est ça aussi en fait, hein, le noyau dur. Et je fais une petite aparté par rapport à mon cours, parce que tu tapes très juste quand tu dis que c'est la perversion du réel, parce que c'est exactement ça que Jean-Claude Mass nous a expliqué comme étant le glissement vers une emprise perverse. C'est-à-dire que l'emprise peut être saine, comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, elle peut commencer à dévier, il y a plusieurs degrés de déviance, et le degré ultime, qui est le degré de perversion, c'est quand il y a transgression de la loi et que cette transgression devient obligatoire, nécessaire, juste. Et, et qu'est-ce qui mieux que la mystique peut permettre ça? Parce que puisque la mystique, par définition, est au-delà de la réalité humaine, quoi. Donc le danger est absolument gigantesque. Ouais, c'est ça. La mystique n'a plus de compte à rendre en fait. Et donc la justice humaine n'a plus aucun poids non plus du coup. Alors, l'autisme. Les dénis typiques devant l'autisme, c'est toi, autiste, le livre de Frédéric, qu'on avait fait une vidéo là-dessus, ou bien Hmm. est-ce qu'on ne serait pas tous un peu autistes? Ça, c'est les deux grands classiques. Alors, toi, autiste, c'est tout simplement parce que dans chez le commun des mortels, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, dans la population générale, l'autisme est, dans l'imaginaire collectif, voilà, l'autisme est encore vu comme le petit garçon chez qui c'est très visible, c'est rarement vu comme étant possible chez une petite fille, c'est très rarement vu comme étant possible chez les adultes, et c'est extrêmement rare que ce soit vu comme étant possiblement invisible. Et donc, on parle toujours du fameux neveu qui est vraiment autiste, parce qu'il y a quand même une plus grande prévalence des garçons autistes. Et donc, en général, c'est ça. Non, mais moi, j'ai un neveu, il est vraiment autiste. Toi, tu peux pas être autiste, c'est pas possible. Et puis, le deuxième, ça semble être l'inverse, parce que le premier, il dramatise un peu l'autisme, et le deuxième, il relativise. C'est toujours pareil, hein. Les dénis, c'est soit en dramatisant, soit en relativisant, et donc en passant à côté du réel tel qu'il est. Donc, on ne serait pas tous un peu autistes. En général, c'est quand on me demande de me justifier sur le fait que je suis autiste et que je commence à dire les caractéristiques, alors tout de suite on dit oui, mais moi aussi je suis hypersensible, mais moi aussi je ceci, mais moi aussi je cela. Et puis les étiquettes, ça sert à rien. Si ce n'était qu'une étiquette, oui, ça servirait pas à grand-chose. Si c'était pas une condition neurologique qui a un impact gigantesque sur toute la vie. Et puis c'est une mode, ça signifie que c'est parce que c'est une mode que les gens se croient autistes alors qu'ils ne le sont pas, quoi. Hmm. Bon, alors, ça, heureusement, on me l'a jamais dit à moi, mais j'ai entendu beaucoup de cas d'autistes qui recevaient comme retour dès qu'ils disaient ça. Ah bah, j'espère que tu vas pas t'en servir comme excuse. C'est ça qui est compliqué aussi parce que quelque part, c'est pas l'étiquette, mais le fait de se savoir autiste, le cas échéant pour certains, en tout cas, ça aide à comprendre son fonctionnement. Mais l'envers du décor, quelque part, c'est évidemment d'être accepté avec son propre fonctionnement. Et donc, on aurait envie, évidemment, du coup, d'être entendu, compris et pris pour ce que l'on est, puisque c'est son identité même. Et donc, si évidemment on te renvoie dans la figure en disant non, mais toi, c'est pas possible, ou bien tu t'en sers comme excuse à chaque fois qu'il y a éventuellement quelque chose à faire, une sortie à entreprendre, tu t'es trouvé un prétexte en justifiant ta réponse négative par le fait que tu es autiste, c'est vrai qu'à ce moment-là, évidemment, ça te renvoie à la figure, j'ai envie de dire, une double peine, quoi. Quelque part, tu es autiste et en plus de ça,
on te renvoie, on te le renvoie à la figure, non pas comme étant quelque chose qui est entendu et qui est audible, mais comme étant quelque chose qui n'est pas recevable comme entre guillemets excuse précisément. Ce qui est très pernicieux là-dedans, c'est que c'est jamais bon. Il y a des injonctions paradoxales, c'est-à-dire que euh, soit on te dit oui, mais c'est pas parce que tu es autiste que tu peux pas, alors que tu peux pas, et que tu as déjà fait tellement d'efforts que tu en es arrivé à un burn-out, une dépression, je ne sais quoi. Soit on te dit non, mais tu es autiste, alors tu peux pas, alors que tu peux. Ouais, ouais. C'est vrai, ça arrive à des jeunes, on dit non, non, tu peux pas faire ces études-là, on n'accepte pas parce que tu es autiste, tu es pas capable d'être dans la relation d'aide avec les autres en étant autiste parce que tu n'as pas d'empathie. Là, je fais référence à une vidéo de Joanna en pyjama. Mm. C'est terrible parce que Mais si dans les tu... deux cas, on te casse en fait. Dans les deux cas, on te casse si on parle à ta place. Oui, c'est C'est ça. ça le gros problème quand même. Ouais. Oui. Alors, autre chose, pareil que pour le déni par rapport à l'infériorisation de la femme en l'idéalisant, ce qui semble paradoxal, c'est pareil pour l'autisme. On peut dire, ouais, génial, t'es autiste, alors c'est quoi ton super pouvoir? Et en fait, il y a une forme de déni par rapport à la difficulté d'être autiste, enfin, en particulier dans un monde neurotypique. Voilà. Ça, c'était pour donc l'intersectionnalité des dénis, ce qui fait que quand on est une femme autiste qui subit des abus de pouvoir jusqu'au viol dans l'Église, très étonnamment, on est face à beaucoup de dénis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'emprise se nourrissant de déni, plus il y a de possibilités de déni par rapport à la norme ou la domination plus l'emprise est facile. Alors, voilà le plan. Euh, donc, je vais un petit peu parler de ce qu'est l'autisme d'une façon assez originale, c'est-à-dire d'une façon très personnelle d'abord, surtout à partir de mon vécu intérieur, et aussi en parlant de l'importance des femmes qui ont découvert l'autisme, puisqu'on vient de parler de l'intersectionnalité des dénis, mettons-les en valeur. Et aussi, je vais mettre l'accent sur ce qui, dans l'autisme, peut conduire à l'emprise. D'où mon deuxième point qui est autisme et emprise en général, pas forcément de la religion. Et alors, ensuite, il y a plusieurs points qui commencent par enquête de. Alors ça, il faut que je donne une petite explication que j'ai pas dû donner dans mon TFE parce que c'était le leitmotiv de toute notre formation. C'est-à-dire que une personne qui se retrouve sous emprise, elle se retrouve sous emprise parce qu'elle avait une quête d'idéal. Que ce soit une emprise dans une secte, que ce soit une emprise dans un groupe, que ce soit une emprise à deux, en général, il y a une aspiration vers un idéal qui fait que le problème n'est pas l'aspiration vers l'idéal, mais c'est ensuite comment on se sert de cette aspiration pour prendre la volonté de la personne d'aller vers cet idéal. Donc, c'est très intéressant de regarder quelle est la quête de la personne. Et moi, j'ai réfléchi du coup, pour moi, quelle a été ma quête quand je me suis dit que j'allais rentrer dans les ordres et devenir religieuse à Saint-Jean. Et c'est ça qui a permis le viol. Parce que je pense que si je n'étais pas allée jusqu'à avoir envie d'entrer dans la vie religieuse, je ne me serais pas à ce point abandonnée à la volonté de mon guide spirituel. Donc il y a plusieurs quêtes dont on va parler, et puis ensuite on va parler de ce qu'il y a comme problème par rapport à la souffrance dans la religion catholique, là où il y a perversion, là où il y a clivage qui favorise l'emprise, donc un clivage typique de la religion catholique. Pourquoi est-ce que la religion catholique est très incestuelle? Donc, je ne dis pas incestueuse, c'est-à-dire qui incestueux, c'est un acte d'inceste. Incestuel, c'est un climat où il y a mélange des générations, euh, mélange des notions enfants, parents et tout ça.
Mm. Donc la religion catholique est particulièrement incestuelle et autant la perversion, le clivage et l'inceste sont des signes prégnants d'une emprise déviante. Et puis ensuite, autisme et déprise, c'est-à-dire comment est-ce que l'autisme est aussi quelque chose qui peut permettre la déprise dans la mesure où l'autiste est quelqu'un d'entier. Quand il fait les choses, que ce soit sous emprise ou pour sortir, il les fait jusqu'au bout. Mm. Voilà, voilà. Bon, tu surveilles le timing, hein? On essaye de faire 1 heure. Ouais. Ok. Alors, attends, j'ai nos têtes sur le titre. Ah oui, donc je vais commencer par le premier point qui est l'autisme en général. Donc je vais parler de comment est-ce qu'on voyait l'autisme avant même que ce terme ait apparu dans l'histoire. Ensuite, comment il a été découvert par les femmes. Je suis très contente de pouvoir le dire. Et puis, comment il est considéré aujourd'hui, mais en particulier chez les professionnels. Et puis, ma propre définition de l'autisme en tant qu'affaire. Go, puisque j'ai dit que c'était subjectif. Alors, avant l'apparition du terme, ça c'est personnel, pardon, mais je me suis dit que c'était sûrement des personnes autistes qu'on appelait l'idiot du village, des personnes autistes avec déficience intellectuelle. Euh, Peut-être que c'était qu'ils avaient aussi euh, d'autres troubles hein, que l'autisme, mais il est fort probable que ceux qu'on appelait l'idiot du village, Mm. qu'il y en avait qui étaient autistes parmi ces gens-là. Mm. Donc souvent, quand ça se voit et qu'on dit donc l'idiot du village, c'est qu'il y a une déficience intellectuelle, il y a des comorbidités ou des troubles associés. Euh, ou bien alors, c'était des personnes extrêmement originales, parce que parfois, une personne autiste peut ne pas trop masquer son autisme et elle s'en fout du regard des autres, et donc elle est assez originale ou elle a des particularités marquées qu'elle ne cache pas. Camouflage, camouflage, donc ça, il faudra que c'est mignon que je corrige. Alors, l'autre façon d'être autiste, c'est pas forcément avec la déficience intellectuelle et le trouble associé, ni avec l'originalité, mais le syndrome du savant, qui pour moi est caractérisé par l'image du professeur Tournesol dans Tintin, ou Mm. le savant fou. Pourquoi fou? Ben, à mon avis, c'est parce qu'il était un petit peu neuroatypique en tout cas, comme Einstein, qui était certainement autiste. Euh, oui, quand on voit aussi la biographie de Mozart, par exemple, on pense aussi qu'il était très certainement autiste, ou le peintre là qui fait des... Dali? Non, euh, bon, c'est pas grave. Enfin, quand on voit la biographie de ces artistes ou savants ou scientifiques Picasso? non, bon, j'en sais rien pour lui, mais qu'on jugeait autiste, il y a une forme de vraiment d'originalité très grande ou de folie ou d'esprit d'enfant. Si on voit le film de Amadeus Mozart, il était Mm. comme un gamin, même adulte, quoi. Alors, quand l'autisme a commencé à être, les personnes autistes ont commencé à être décrites, avant qu'on utilise le mot autiste, on parlait de schizophrénie infantile chez le garçon, parce que c'était beaucoup moins repérable chez la fille, et il y a plus de garçons autistes apparemment. Schizophrénie, pourquoi? Parce que les autistes visibles, donc souvent avec déficience intellectuelle, étaient très forts à se protéger de l'ampleur des stimuli extérieurs et donc dans leur bulle se parler à eux-mêmes, ce qui fait penser à la schizophrénie. Alors là, je parle de 2 exemples parce qu'ils sont médiatisés. Non, Babouillec, elle n'est pas très médiatisée, mais j'espère qu'elle va l'être plus. Mais Joseph Chovanec, je dirais qu'il est un peu les 2 formes d'autisme dont j'ai parlé dans les 2 premiers points. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un savant, étant donné qu'il parle, il ne veut jamais le dire, mais je pense une dizaine de langues, il est parfaitement bien parce qu'il les apprend à toute allure. Et en même temps, il a un autisme visible. Quand on commence à le voir, à l'entendre parler, on sent qu'il y a quelque chose de très spécial chez lui.
Alors, Babouyek, qui s'appelle en fait Hélène Nicolas, j'aime beaucoup, beaucoup parler d'elle, parce que elle est autiste, jugée autiste très sévère, parce qu'en fait, elle est non-verbale totale et elle est très handicapée moteur. Donc, elle a l'air d'être imperméable au monde et aux autres. Enfin, elle avait l'air quand elle était enfant, à tel point qu'on l'a mise dans une institution euh, avec des enfants polyhandicapés et qui poussaient des cris, qui étaient non-verbaux, ou qui étaient un peu, comme on dit, atrocement des légumes et tout ça. Mais sa mère, voyant que son état ne faisait que régresser, s'empirer, a décidé de la sortir de là, d'arrêter son travail et de s'occuper d'elle, comme font souvent les mamans d'enfants autistes d'ailleurs, pour les protéger. Et elle a essayé quand même de voir si elle pouvait pas entrer en interaction avec elle. Et un jour, elle a vu que Babouyek, enfin c'est son nom d'artiste, réussissait à mettre des blocs ensemble et à faire quelque chose qui ressemblait à une construction. Et sa mère s'est dit, si elle peut faire ça, elle pourra, elle pourra lire. Et elle a commencé à faire des petits blocs en bois avec des lettres dessus et à confectionner et à essayer de lui apprendre les sons. Et c'était très difficile parce qu'elle est très handicapée moteur, donc elle ne peut pas bouger. Enfin, elle arrive un tout petit peu à prendre les lettres les unes après les autres. Ça prenait un temps fou. Ça n'empêche que quelques années plus tard, elle a écrit des choses incroyables. Donc maintenant, elle écrit des livres. Et je lis dans Algorithme éponyme, elle écrit 20 fois sur le métier, je remets l'ouvrage d'être en vie dans une carapace pénétrée par le mystère de nos petites vies usées par ce combat stérile de l'appartenance. J'ai rebroussé chemin pour me raconter. J'appartiens à une espèce en voie d'apparition, dépourvue du sens social sécuritaire, bannissant les codes qui interrompent les accès au mystère de la vie. Une espèce fantaisiste où règne un désordre tonitruant. Équipé de codes indéfinissables, brouillant les radars des formats en tout genre, j'appartiens à cette espèce étrange qui ne rentre nulle part, qui ouvre la passerelle des impossibles, en torturant les repères sociaux. J'observe sans relâche les codes d'appartenance et je défie les pièges de la pensée. Ce qui est étonnant et en même temps épatant dans ce genre de situation, c'est de se rendre compte du bouillonnement intérieur finalement, hein. Quand on voit la personne extérieurement, on pourrait se dire qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement vital comme on pourrait le voir chez un neurotypique et en réalité il y a un monde intérieur insoupçonné, c'est ça qui est impressionnant en fait. Et évidemment ce monde insoupçonné, du coup on y a un tout petit peu accès par les mots qu'elle parvient à écrire et qui sont finalement d'une grande profondeur, d'une grande justesse et qui disent précisément ce qui est de manière générale plutôt de l'ordre de l'indicible. Il y a une passerelle du coup entre le monde invisible et le monde visible qui est rendu possible grâce à ces mots. C'est ça qui est assez incroyable finalement. Oui. Et si on lit ces livres, c'est bouleversant parce que ça bouscule beaucoup. On se dit, mais il y a une autre façon d'être humain, d'être humain. Et non seulement une autre façon d'être humain, mais fascinante et qui nous remet en question sur notre norme un peu morne en fait, et sur la stigmatisation des personnes originales qui en fait nous renvoient en miroir parfois l'absurdité de certaines normes, quoi. Et ça fait penser aussi au texte de Christian Bobin sur les Oui, autistes, mais je vais le lire plus loin. que tu as repris aussi, hein. Donc, l'autisme découvert par les femmes. Enfin, Allons-y. allons-y. Je te laisse. Donc, disons ces noms que personne ne connaît. On connaît que Asperger et Kanner. Franchement. Gorunia Soukareva, à mon avis. Donc, 1925, ça fait un siècle, monsieur, qu'une femme russe a découvert qu'il existait même l'autisme sans déficience intellectuelle et comorbidité. L'autisme, et chez les femmes en plus.
donc un autisme invisible. Elle avait déjà compris ça et décrit ça dans des manuels. Et c'est parti dans l'oubli. Ensuite, il y a Asperger qui est arrivé, qui a repris ses descriptions, heureusement, parce que il a découvert effectivement qu'il pouvait y avoir des autistes non seulement sans déficience intellectuelle, mais très intéressants, mais comme il a fait le tri justement c'était un Allemand, il a fait le tri entre ceux qui étaient intéressants à garder et ceux qu'on pouvait envoyer au camp de concentration. On a décidé de ne plus utiliser son nom pour parler de l'autisme qu'on dit maintenant autisme SDI, sans déficience intellectuelle, ou alors de haut niveau, mais je déteste ça moi, parce que quand j'entends autisme de haut niveau, ça veut dire un autisme très autiste, quoi, qui est au niveau d'autisme. Donc, je sais pas. Bon. Puis surtout les niveaux, c'est horrible. Donc, je déteste ça. C'est au Donc, potentiel finalement, c'est ça. bah, pas forcément. Les autistes sans déficience intellectuelle n'ont pas forcément un haut potentiel. Mais souvent, non? Je, Ce que j'ai entendu dire, c'est que dans la population autiste, il y a autant de haut potentiel que de non haut potentiel, comme dans la population normale. D'accord. Par contre, dans la tête, ça turbine comme ce qu'on croit qui existe chez les hauts potentiels, qu'ils soient au potentiel ou pas. J'aime bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça termine, ça termine. Ça tourne en boucle. Bon, donc voilà, j'ai écrit un siècle plus tard, le grand public n'a toujours pas intégré, n'a pas, je dis un siècle plus tard, après, je veux dire un siècle après ce que Grunia Sukareva avait découvert, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes autistes sans déficience intellectuelle dont l'autisme est invisible, c'est très rare encore en 2025, puisqu'on y arrive, que, que ce soit accepté, compris, entendu, vu. Alors, Kanner, lui, avait repris les descriptions de Mélanie Klein, autrichienne, sur l'autisme visible chez le garçon, à peu près la même année que Asperger, en fait. Donc ça, c'est l'autisme DI, avec déficience intellectuelle. Ensuite, Ida Frey, néerlandaise, qui est la première à avoir utilisé le mot autisme, qui vient de auto centré, en fait, dans sa bulle, quoi, dans le langage scientifique. Et puis alors surtout, elle a proposé des soins, accompagnement, éducation propres à la personne autiste, qui étaient extrêmement pertinentes et justes, mais qui ne seront pas diffusées, qui partiront dans l'oubli jusqu'au jour où des hommes les utiliseront. Et alors, ce sera utilisé par les professionnels. Bon, je fais mon petit laïus féministe, hein. Voilà, j'avais dit. Hmm. Alors, aujourd'hui, donc, sauf peut-être dans la population globale, j'en sais rien, mais en tout cas chez les professionnels, on a arrêté de pathologiser ou psychiatriser l'autisme, bien que ce soit encore dans le DSM-5, c'est-à-dire catégorisé dans les troubles mentaux et caractérisé comme un handicap. Mais en tout cas, ce n'est plus psychanalysé comme provenant de traumatismes, en particulier liés à la mère, qui serait une mère trop froide. Et ça me fait rire de penser que Bruno Bettelheim disait que les enfants devenaient autistes parce qu'ils avaient une mère froide et distante, alors que c'était probablement juste une mère dans sa bulle, parce qu'elle était autiste elle-même, puisque c'est héréditaire, c'est possible. Mais donc, dans sa bulle, lui, il parlait de forteresse vide, alors que l'autiste lui-même, quand il se décrit, il décrit l'inverse, c'est-à-dire euh, il peut se replier dans sa forteresse et se couper de ses émotions et du monde extérieur pour survivre, si c'est vraiment trop dur, mais à la base, c'est un hypersensible qui, justement, n'a pas de carapace. C'est pour ça qu'il s'en fait une, d'ailleurs. Et surtout, il est le contraire de vide, comme on l'a vu avec Babouillec, et comme on le verra dans le texte de Christian Bobin, qui a très bien compris l'autisme, tellement bien que ça fait douter sur Mhm. Ce qui veut dire son que la psychiatrie, pour le coup, elle a fait du coup énormément de tort finalement. En ne psychanalyse. comprenant pas le fonctionnement autistique, elle a psychiatrisé une situation qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est dangereux pour le coup en fait. C'est dangereux et c'est encore un peu le cas maintenant. Parfois. Donc, oui, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Alors, il y a des gens comme le docteur Motron
qui ont beaucoup fait avancer les choses par rapport à ça en disant qu'il fallait arrêter de dire que l'autisme était un handicap, c'est-à-dire que c'est un handicap à partir du moment où on réclame à l'autiste de faire ce qui ne correspond pas à ses capacités et ses besoins dans un monde neurotypique. Mais si le monde était fabriqué par des autistes, ils ne se sentiraient pas handicapés. Hmm. Et donc, c'est d'abord une condition neurodéveloppementale, on peut dire stratégie cognitive ou manière de traiter l'information, câblage neuronal, enfin voilà, donc un conditionnement neuronal particulier et moins fréquent que dans la population normale. Je fais une petite aparté aussi pour dire que le docteur Montron est aussi controversé parce qu'il est le premier à avoir enfin fait comprendre que l'autisme, c'est d'abord ça. Et donc, ça a permis d'ouvrir le diagnostic enfin à des personnes qui sont autistes et qui n'étaient pas reconnues comme telles. Et puis maintenant, il revient un peu sur sa position en disant attention, attention, on ouvre trop le diagnostic. Mais à sa décharge, ça pourrait être le cas dans les pays anglo-saxons. Mais par contre, ce n'est pas du tout le cas dans les pays comme la France, la Belgique, euh, la Suisse, l'Allemagne. Voilà, c'est surtout les pays anglo-saxons. Mais on voit bien aussi que les mots utilisés justement pour définir les personnes autistes, c'est délicat et c'est il y a une sorte de zone un peu grise. On ne sait pas très bien finalement quels sont les mots justes, hein. Tu parlais du mot handicap. Alors on entend bien évidemment qu'on peut dire un autiste finalement il n'est pas en soi handicapé, c'est l'environnement qui génère des difficultés d'adaptation. Et en même temps, quelque part, cet environnement en soi n'est pas forcément non plus, je dirais, belliqueux, n'a pas forcément euh, il n'y a pas directement ou automatiquement une idée j'ai envie de dire, d'environnement offensif. Mais l'environnement en tant que tel, même je dirais neutre, quelque part, il est perçu par la personne autiste comme étant difficile à intégrer socialement. Donc tu vois, quelque part, ce mot handicap, j'entends bien évidemment que c'est un mot qui est délicat, on n'en a pas forcément très envie, et en même temps, je me dis qu'il y a quand même une forme de handicap qui existe indépendamment du fait que la personne autiste a des difficultés ou pas avec son environnement. Oui. Il y a une difficulté quand même C'est vrai qu'il y a qui des est gens là, qui sont quoi, très... qui est inhérente à l'autiste, quoi. Oui, tu as raison. Il y a des gens qui sont très fâchés quand on dit que c'est pas un handicap parce que c'est vrai que évidemment, si l'autiste est dans sa chambre avec tout qui est placé exactement à l'endroit qu'il connaît et que les choses se passent comme prévu, il n'y a pas d'handicap. Mais c'est quand même rare qu'il puisse vivre sa vie entière comme ça, d'abord, un. Et deux, dans sa difficulté face aux imprévus, ben, ça peut être violent, quoi. Il suffit qu'il y ait un imprévu, puis ensuite un autre qui se rajoute, et puis il fait une crise. C'est quand même assez handicapant. Ouais, ouais, ouais. Alors, décrit plus de l'intérieur par des personnes autistes qui ont décidé d'utiliser l'expression syndrome du monde intense, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est un hyperfonctionnement neuronal en fait, plutôt qu'une déficience. Il y a de la déficience dans certains domaines, mais il faut aussi pas oublier que cette déficience, euh, elle vient du fait qu'il y a une surefficience dans beaucoup de cas. Mais c'est un petit peu l'exemple de Ubayek avec les mots qu'on a lu que tu as lu tout à l'heure, hein. Ouais. Quand on parlait de monde intense, très profond, une intériorité Ouais. extrêmement à fleur de peau, avec une perception très aiguë de ce qui se vit au-dedans. C'est vrai que c'est ça en fait le syndrome du monde intense. Oui, et puis alors ce qu'on voit de l'extérieur, c'est quelqu'un qui va, par exemple, avoir besoin d'être dans sa bulle et qui donc va restreindre son environnement, qui va se focaliser sur un détail ou sur un apprentissage, parce qu'en fait, ça va l'apaiser, parce que le monde, justement, est trop intense, est trop Hmm. chaotique pour lui. Donc, toutes ces impressions ou bien il va être incapable au niveau des fonctions exécutives, vraiment s'organiser. Donc, on va parler de déficience. Mais pourquoi il est incapable? Parce qu'il vit les choses de façon trop intense. Donc, c'est intéressant de voir que derrière une déficience, il y a une surefficience et
Voilà. Mm. Et donc, je crois que c'est justement Christian Bobin, ouais, qui parle très joliment de l'autiste. Et alors, évidemment, il parle de ça dans La lumière du monde. Évidemment, ça met très en avant les personnes autistes. Donc, moi, je me suis dit, zut, merde, on en a besoin. Donc, on y va, on lit le texte. L'écriture a par essence une tendance autistique. Le poète est un autiste qui parle. L'autiste, c'est un homme nu dans une pièce vide. Il n'éclaire rien parce qu'il retient sa lumière, mais en écrivant, il retourne sa peau. Et l'envers de cette peau est chamarré de couleurs splendides. L'autisme est un soleil inversé. Ses rayons sont dirigés vers l'intérieur. La surface externe est lisse, sans ressenti ni attrait, mais l'intérieur est d'une magnificence inouïe. Tandis que la personne est enclose en elle-même, rien n'irradie, ou à peine. Mais quand elle arrive à s'exprimer, c'est inimaginable la splendeur qui est à l'intérieur. Comme l'autisme en se taisant, le poète s'ensevelit en écrivant, il vit une gloire interne et il est mort pour le monde. Ça, pour moi, c'est l'illustration de Babouyek, ça. Oui, c'est ça. Bah oui. Donc, pas tous les autistes, surtout les femmes qui sont plutôt, justement, excessivement expressives quand elles sont autistes, parfois. Ça dépend lesquels. Certains hommes aussi, parce que l'autisme féminin peut être vécu par les hommes comme l'autisme plus de type masculin par les femmes. Mais souvent, c'est les excès, quoi. C'est ça qui est intéressant dans l'autisme et qui fait comprendre l'autisme, ou qui fait justement ne pas comprendre l'autisme, c'est qu'il y a de l'hyper ou de l'hypo. Donc, il y a des gens qui sont d'une rigidité telle qu'on a l'impression que c'est des poteaux sur place, et d'autres qui sont, qui sont tellement originaux que C'est très poétique ce que tu dis. je ne suis pas Christian Bobin. Non, mais on visualise très bien. Alors, justement, euh, je parle de l'invisibilité de l'autisme féminin sans déficience intellectuelle parce que c'est ça qui fait qu'il y a une plus grande vulnérabilité à l'emprise. C'est-à-dire que souvent, la femme autiste ne sait pas qu'elle est autiste, le monde autour non plus, donc elle est obligée de s'adapter au-delà de ses limites et elle a tellement l'habitude de s'adapter au-delà de ses limites qu'elle finit par accepter n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que l'autisme féminin est moins visible? Parce qu'en général, le côté féminin de l'être humain, on va dire, hein, le féminin de l'être, si tu veux, plutôt que de dire les femmes et les hommes, est plus motivé dans la création du lien et donc va davantage chercher à compenser des déficiences ou à s'adapter à ce qu'on attend d'elle ou de lui pour être sûr d'être accepté par l'autre. Et souvent est plus dans un autisme chaud, c'est-à-dire un autisme chaleureux. Enfin, parfois, quand on dit que les autistes sont hyper ou hypo, il y en a qui sont très froids et distants et il y en a qui sont justement trop proches et trop tactiles. Il y en a qui détestent être touchés, il y en a qui ont tout le temps besoin de toucher quelque chose ou de toucher les gens. Entre ces deux extrêmes, en général, chez les femmes, c'est plus chaud et expressif, donc ça se voit moins qu'elles sont autistes parce qu'on a dans l'image que l'autiste est justement auto-centré et pas en lien. Ensuite, les intérêts spécifiques des femmes sont souvent mieux acceptés socialement, ou bien des autistes féminins, c'est-à-dire c'est des gens qui cherchent plus dans l'introspection, à se comprendre, à comprendre le monde, à comprendre les autres, sont dirigés vers des métiers à relation d'aide et oui, enfin tout ça qui est socialement accepté plutôt que des savants fous qui sont dans leur Hmm. recherche très spécifique sur un domaine qui n'intéresse personne d'autre. Mhm. Compensation et adaptation plus grande, en fait, j'en ai déjà parlé. Et le fait qu'ils soient plus vulnérables aux abus de pouvoir, surtout dans un système patriarcal et hiérarchical. Ben, j'en ai déjà parlé un peu. Ça va, c'est clair? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu difficile ou cruel à entendre, c'est le fait que finalement l'autiste, en tout cas sans déficience intellectuelle, a un monde intérieur extrêmement riche
Et on disait finalement un environnement dans lequel il a du mal à s'adapter, mais d'autant plus de mal évidemment que cet environnement est susceptible de commettre des abus de pouvoir sur la personne qui, elle, par définition, est un peu dans un autre monde, dans sa bulle, et qui n'a pas du coup les mêmes référents, les mêmes normes, les mêmes inquiétudes, le même esprit de prudence par rapport à un monde extérieur qu'il faudrait a priori voir comme potentiellement dangereux. Oui, ça, je vais en parler plus tard. Qu'est-ce qui fait que la personne autiste ne perçoit pas la malveillance ou les Mhm. intentions cachées des autres? Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être malveillante elle-même, hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus enjoliver Idéalisé. l'autisme. Ouais. Il y a des autistes qui développent toutes sortes de compétences, dont la manipulation. Poutine est autiste. Ça met pas en valeur le monde autistique, mais en général, les autistes qu'on rencontre, c'est plutôt des gens très candides et très gentils. Euh, alors, ouais, il y a des choses que j'ai écrites telles quelles dans mon TFE, donc je vais les lire. L'inclusion. Attends, c'est quoi mon titre? Ouais, c'est ça, déni et inclusion. Le déni autistique. Le déni de l'autisme fait que l'inclusion est compliquée parce que donc l'inclusion des autistes est impossible si on se borne à le réduire à une série d'impossibilités. Troubles, incompétences, anomalies, déficits, manques, perturbations, altérations, incapacités, restreints. C'est vraiment, si on lit le DSM-5, il y a quasiment que ces mots-là, quoi. Donc évidemment qu'on n'a pas envie d'inclure quelqu'un qui n'a que ça dans sa vie, qui n'est qu'un vide ou une incapacité. Alors que leurs compétences peuvent être immenses, utiles et très originales, mais l'environnement dans lequel elles devraient pouvoir se développer rend la chose impossible. Ça, les autistes peuvent témoigner que quand ils trouvent un travail dans un environnement créé par des autistes pour des autistes, ils développent des compétences incroyables en fait. Mais c'est toute la question aussi des aménagements raisonnables, hein. Aussi. En droit belge, ça existe, cette obligation justement pour les employeurs d'aménager l'environnement pour qu'il puisse être accessible justement à une personne, là pour le coup, entre guillemets, à tout le moins handicapée, et donc qui a besoin d'un environnement adapté par rapport aux travailleurs, entre guillemets, dits normal. Oui, tout le souci est de pouvoir se mettre dans la tête d'une personne sans savoir ce qu'elle vit dans sa tête. Parce que quelqu'un qui est aveugle, évidemment, qu'on va adapter l'environnement pour qu'il puisse, pour qu'il puisse se déplacer convenablement sans se cogner partout. Quelqu'un qui est en chaise roulante, évidemment, qu'on va mettre une planche sur les escaliers pour qu'il puisse monter avec sa chaise roulante. Mais quelqu'un qui est autiste, s'il dit j'ai besoin de travailler dans un bureau seul et pas en open space, on va dire bah tu peux faire un effort. Enfin, voilà. C'est compliqué de voir que il est à quel point il peut être perturbé par les stimuli extérieurs si soi-même on ne l'est pas. C'est très invisible. Mais donc c'est la stigmatisation et l'ostracisation des personnes autistes euh, qui provoque la nécessité pour elles de se camoufler ou de compenser. Et malheureusement, donc en fait c'est le déni qui les oblige au camouflage et à la compensation sans cesse. Malheureusement, c'est ça qui entraîne les crises autistiques, l'anxiété, la dépression, et parfois jusqu'au suicide, qui est quand même 10 fois plus élevé dans la population autiste que dans la population normale. C'est absolument gigantesque. Et ah oui, là j'ai mis la phrase que j'avais écrite un jour sur Facebook. On ne voit pas ton autisme, on le dénie, on le voit, on te dénigre. Donc, vivement le jour où il y aura une réelle inclusion, où on ne dira pas, mais non, t'as qu'à faire un effort, c'est bon. On dira, oui, d'accord, je connais les difficultés de l'autisme. Et si c'est un autisme visible, on ne dira pas, on ne dénigrera pas la personne parce qu'elle est différente. On comprendra que c'est quand même un être humain. Et que si elle fait, par exemple, des gestes répétitifs avec ses mains, c'est une nécessité pour elle comme autorégulation par rapport à une surcharge sensorielle, émotionnelle ou cognitive. Voilà, qu'il y ait une meilleure compréhension du monde autistique. Alors, ma définition. Youhou!
positive. C'est-à-dire que d'habitude, on s'en tient à dire déficit au niveau des interactions sociales. Alors moi, je dis interaction sociale plus authentique, sans comédie sociale, faux semblant et superficialité, rencontrant la personne pour elle-même, indépendamment de son conditionnement. Oui, mais c'est là aussi, Sophie, que je disais tout à l'heure que c'est compliqué de mettre des mots justes. On n'a pas envie de stigmatiser mes étiquettes négatives, mais on peut pas non plus évidemment en arriver à se dire que tout est positif et donc de ne pas voir l'envers du décor. Donc en même temps, évidemment, c'est vrai que les interactions sociales sont plus authentiques et en même temps, c'est vrai qu'elles sont rendues plus compliquées. Donc là, on peut parler évidemment de déficit et en même temps, sur l'expression consacrée que tu aimes bien, avoir des interactions sociales qui soient plus vraies, plus profondes, avec un véritable désir justement d'être en lien avec des personnes par définition qui fonctionnent comme soi justement. Donc il y a Oui, interaction sociale, mais j'ai envie de dire peut-être davantage avec des personnes qui sont dans la même bulle socialement que toi. oui, et là où tu as tout à fait raison, tu me reprends vraiment bien sur les bonnes choses. Parce que c'est vrai que les autistes sont plus ou moins autistes dans le sens euh, dirigés vers eux-mêmes. Je pense pour se protéger de quelque chose qui les overstimulated. Je sais pas comment ce qu'on dit en français. Surstimulation, quoi. Oui, pour les protéger d'une surstimulation, c'est difficile pour eux d'être en dialogue avec l'autre, parce qu'il faut tout le temps être attentif à ce que l'autre dit, ce que le non-verbal, l'émotion qui est derrière, l'intensité de la voix. Enfin, il y a trop de choses, et donc ils sont souvent dans des monologues en fait. Mhm. Mais il y a aussi des difficultés. Euh, à entrer dans un dialogue. Et certains autistes, ça peut aller très très loin. C'est vraiment ne pas écouter l'autre ou si l'autre parle, l'interrompre. Ça peut être là, ça peut conduire à des vrais handicaps dans les interactions sociales, effectivement. Donc l'attention de la personne autiste est surtout portée sur tout ce qui est analyse, compréhension, sens, perception en particulier, plutôt que la relation pour la relation. Donc en général, une personne autiste, quand elle est en groupe, elle va observer ce qui se passe, essayer de décoder, de comprendre, et pas juste vouloir parler de la pluie et du beau temps parce que c'est chouette d'être ensemble, parce qu'on est en relation et on fait des... enfin, voilà. Ou alors elle analyse ce qui se passe, ou alors elle se met dans un coin avec une personne pour vraiment parler d'un truc, essayer de mieux comprendre comment le monde fonctionne, ou je sais pas quoi, ou parler de son intérêt spécifique parce que ça la passionne, etc. Mais les relations pour les relations, pour juste être ensemble et pas tout seul, aucun intérêt. Je fais peut-être une généralisation, mais je pense qu'il y a beaucoup ça. Donc, elle ne donne pas la même apparence de désir de lien. On peut croire qu'une personne autiste n'a pas besoin de lien, alors qu'elle en a besoin parce que c'est un être humain. Et c'est surtout qu'elle se protège de tout ce qui est trop imprévisible, inconnu ou surstimulant. Alors, les intérêts restreints, moi, j'aime beaucoup mieux utiliser, on utilise souvent dans la population autiste les intérêts spécifiques. Et moi, je rajouterais aussi focalisé, intense, entier et passionné sur des sujets souvent hors du commun. Ou alors, donc ça peut faire des chercheurs hors normes, ou alors qui font aussi des découvertes inédites. Donc dans la population autiste, il y a ouais, il y a des liens qui se font que d'autres n'avaient pas fait parce qu'ils ont une vision autre, parce qu'ils pensent en dehors du cadre. Pourquoi j'ai mis en anglais, je ne sais pas. Et puis parce qu'ils sont jusqu'au boutistes. Et ça veut peut-être aussi dire, du coup, Sophie, si je veux de nouveau mettre un peu de nuance, ça peut aussi vouloir dire que en dehors de ses propres intérêts justement intenses, focalisés, si quelqu'un d'autre vient avec un intérêt qui n'est pas celui de la personne autiste, du coup, ça va rendre par définition peut-être les choses plus compliquées en termes de relations de nouveau. Et donc, il y aura pas une capacité de la personne autiste à s'intéresser véritablement à l'autre dès que l'autre parle d'un intérêt qui n'est pas celui de la personne autiste. Donc là, de nouveau, il y a peut-être aussi une sorte de discordance dans la relation, une asymétrie et finalement un lien qui n'est pas possible. Pas parce que l'autre neurotypique pour le coup ne veut pas rentrer en lien, mais parce que celui en fait qui est autiste a un intérêt spécifique qui n'est pas rencontré par l'intérêt de l'autre, ou Voilà, vice-versa. alors que chez les neurotypiques, on s'en fout de ce qu'on dit. Ce qui est intéressant, c'est
papoter, d'être en relation, quoi. Et oui, mais tu as tout à fait raison. Moi, je me suis énormément culpabilisée de parfois quand les gens disent des choses qui m'intéressent pas, je n'écoute pas, mais ça se bloque dans mon cerveau, j'écoute plus. Et avant, je me culpabilisais beaucoup jusqu'à ce que je comprenne d'où ça vient. Bon, je fais des efforts, quoi. Merci. T'as vu comme je t'écoute? Ah oui, oui. C'est vrai que je ne parle pas d'un intérêt qui t'intéresse, hein, c'est pour ça. Ah, zut. Voilà, quand même, là. C'est très spécifique. Donc voilà, je donne ma vision un peu intérieure, vie intérieure justement intense, foisonnante et fragmentée en raison de la difficulté à inhiber, c'est-à-dire à inhiber, ça veut dire que chez les neurotypiques, il y a plein d'informations qui arrivent et très automatiquement, il y a des choses qui sont mises de côté pour prêter attention à ce qui compte. Et là, il y a une déficience chez la personne autiste. Elle n'arrive pas à inhiber. Ou alors c'est manuel. Elle décide, il faut que je mette ça de côté et que je mette mon intérêt sur cette chose. Donc, Hmm. filtrer est quelque chose qui se fait automatiquement dans le cerveau neurotypique et pas autiste. Prioriser, pareil. Donc, arranger pour hiérarchiser. Je vais d'abord faire ça, après ça, après ça. Organiser, faire des liens. Alors, j'ai mis entre parenthèses au niveau matériel, c'est en fait, je ne sais pas très bien comment expliquer. Je suis pas sûre que c'est juste ce que je dis, mais c'est parce que les personnes autistes font des liens tout le temps, mais pas forcément, n'arrivent pas forcément à organiser leurs pensées. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Euh, faire des liens au niveau pratico-pratique, en tout cas, c'est très très difficile, quoi. Et c'est pour ça que c'est difficile au niveau des fonctions exécutives, c'est-à-dire aller vers un objectif à atteindre en sachant quoi faire d'abord et quoi faire ensuite. En faisant des liens entre ce qui est important ou pas, c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, ça revient aussi à prioriser finalement pour partir d'un point A et arriver à un point B. Euh, Ouais. oui. Et ensuite, une fois que les liens sont faits entre tout, même tout ce qui est vu dans l'environnement, par exemple, quand on entre dans une pièce, euh, quand quelqu'un entre dans une pièce, en général, il inhibe, il filtre, il priorise, il organise, il fait des liens comme ça pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette pièce. La personne autiste, elle va se focaliser sur un détail, et puis sur un autre, puis sur un autre, puis elle va avoir envie de tout regarder, de tout toucher, de tout sentir. Euh, donc, pour comprendre le sens qui se dégage et avoir une vision globale ordonnée et cohérente, c'est compliqué. Donc, aussi parce qu'elle part du détail pour aller jusqu'à la globalité, parce que la globalité est trop chaotique pour elle. Et ça s'appelle déficit, pour le coup, de la cohérence centrale. Donc, c'est comme ça qu'on peut dire qu'il y a navigation en pleine tempête en permanence, focalisation sur des détails qui fait qu'on a du mal à interpréter en fonction du contexte. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un à un endroit et on le revoit le lendemain à un autre endroit, on ne sait plus où on l'avait déjà vu. Ce qui fait que aussi tous les implicites sont compliqués à comprendre parce qu'on est focalisé sur les détails et les imprévus aussi parce que un imprévu vient apporter du chaos là où c'est déjà très compliqué d'organiser les choses, quoi. Donc, le besoin d'apaisement par régulation et ritualisation, ce qu'on appelle les stéréotypies, ça peut être le besoin de bouger de façon régulière la jambe, le pied, la main, ou se balancer, ou alors avoir des routines inflexibles ou ranger des choses comme ça, c'est essayer de mettre de l'ordre. Alors, si l'autiste se plonge dans sa passion, il a une capacité de focus et de persévérance hors norme, et aussi d'originalité et de créativité inédite, dans les liens du coup plus conceptuels. Voilà. Bon, je ne suis pas experte en en autisme, mais comme ça a été mon intérêt focalisé et ma passion, c'est Oui, c'est ce que j'ai ça, fait. et c'est vrai que c'est aussi, comme tu l'as dit au départ, subjectif, en ce sens que c'est ton témoignage, ta vision en fonction de ton vécu intérieur, donc Oui, c'est aussi un petit peu le prisme,
le point de départ de l'échange, mais c'est intéressant évidemment aussi l'intérêt sur la chaîne d'avoir toute une série de témoignages parce que précisément un autiste n'est pas un autre. Oui. Alors, après, je pense qu'on va entrer dans quelque chose d'assez nouveau et Oui, que ce sera bien de faire une autre vidéo, voilà, tout ce qu'on a vu sur la suite. Donc, on va parler vraiment de l'autisme et l'emprise, et en particulier l'emprise dans la religion catholique, euh, dans une autre vidéo. Euh, très bien Sophie. Ben, et je écoute alors, reprendrai le plan dans l'autre vidéo, comme ça, voilà. très bien. Ben, on se retrouve alors pour une prochaine vidéo et on examinera la suite de ton PowerPoint et je te remercie déjà pour nous avoir défilé cette première partie. À Merci à bientôt. toi. À À bientôt. bientôt.